Cette vidéo est la suite d'une première vidéo que j'ai faite sur comment sont faits les classements d'écoles d'ingénieurs et surtout comment les prendre en compte, que c'est pas un oracle ou le truc à suivre absolument, qu'il y a quand même un contexte derrière l'école, qu'il faut essayer de comprendre finement ce qu'il y a derrière un classement avant de le suivre bêtement et de faire sa liste de vœux en prépa ou même après le bac en fonction des classements. Il n'y a pas que ça. Donc si vous voulez savoir ce qu'il y a à prendre en compte autre que les classements, je vous invite à regarder cette vidéo là. Aujourd'hui, on va regarder uniquement les classements. Là, on est sur l'étudiant. Donc l'étudiant, c'est le plus connu, c'est la masterclass, c'est le vrai classement des écoles d'ingénieurs. Il est très attendu, il sort souvent en janvier, février de chaque année. Celui-ci a été publié le 30 janvier 2025 et on va regarder un peu ce qui a du sens parce que j'ai vu des trucs qui n'avaient pas lieu d'être. Des trucs du grand n'importe quoi et ça commence très très tôt. Rien que dans le top 3, il y a des trucs, ça n'a rien à faire là. Pour info et pour rappel, ceux qui suivent pas mes vidéos, je me présente rapidement. Je suis Lucas, je suis ingénieur dans le secteur des énergies. Je travaille chez Enedis, Enedis ça fait partie du groupe EDF. Avant j'ai fait un petit peu de conseil en stage de fin d'études et j'ai vu comment étaient sélectionnées les écoles et les étudiants en sortie d'école, enfin qui sont plus étudiants mais les jeunes diplômés, comment on les choisissait dans des grands groupes. J'ai beaucoup de potes ingés qui sont dans d'autres industries, dans d'autres entreprises, qui m'ont aussi fait ces retours-là. Donc j'ai le retour de quelqu'un qui a passé les écoles, qui a passé l'embauche, ça fait 1 an et demi environ que je suis en CDI chez EDF, et du coup j'ai vu un peu tout ça, le recrutement, la sortie d'école, comment ça se passe la prépa, les écoles d'ingé, comment les sélectionner. J'ai pu interviewer pas mal de monde, que ce soit à Polytechnique, à l'ENSTA, aux mines de Paris. D'ailleurs j'ai fait des vidéos dessus, je vous invite à les regarder. Donc j'ai un peu une vision globale, je dis pas que c'est la vision idéale, parce que les classements c'est toujours très subjectif, mais je vais essayer de donner mon avis sur ce que je vois là, et si c'est réaliste, s'il faut le suivre ou pas. Évidemment, prenez ça avec des pincettes, c'est l'avis d'une personne, ça sera sûrement un avis différent que vous aurez, mais voilà, c'est mon avis. Alors, ENSTA Paris, IMT Atlantique, ça n'a rien à faire dans le top 3. Voilà, je vous le dis direct, ça n'a rien à foutre ici. X, rien à dire. X, rien à dire, c'est top 1, que ça soit pour les entreprises, pour les préparationnaires, pour n'importe qui, même dans l'imaginaire collectif. Polytechnique, meilleure école de France, d'ingénieurs. Voilà, ça, on peut parler de Ulm, etc., mais Ulm, c'est pas une école d'ingénieurs. T'as fait l'X, t'as fait la meilleure école. C'est simple, pour moi c'est meilleur qu'HEC, on va faire une guerre avec les commerciaux, mais voilà, X, rien à dire. On n'y touche pas. ENSTA, IMT, rien à foutre là. Rien à foutre là. Clairement, ce qui devrait être top 2, c'est Centrale Supélec. Top 3, Mine de Paris. Le top 3, pour moi, il est très clair. X, CS, Mine Paris. Ensuite, sur le top 4, on peut discuter avec les ponts, avec, pourquoi pas, Super Héros. Mais déjà, le top 5, il a aucun sens. Il y a Centrale Supélec qui est 4ème. À quel moment? On va regarder un peu les critères, parce que, en fait, ce classement est hyper mal foutu et j'ai pas envie de dégrader un peu le travail de l'étudiant parce qu'en vrai c'est pas facile ce qu'ils font, y a rien à dire, mais il faut comprendre comment ils en arrivent à mettre l'ENSTA Paris 2ème. C'est une très bonne école l'ENSTA Paris, elle est sans aucun doute dans le top 10, pourquoi pas dans le top 5 les bonnes années, mais pas top 2. Enfin, faut pas faire croire aux gens que Centrale Supélec sera moins valorisé que l'ENSTA Paris, c'est faux. C'est aussi le cas dans les payes ensuite quand tu rentres dans une entreprise. Les écoles ciblées aussi, que ça soit dans le groupe EDF, dans d'autres entreprises aussi où j'ai quelques retours, chez Schneider Electric, chez Total Energy, chez Engie, c'est pareil. L'ENSTA sera pas au niveau de CS ou de l'X quoi. Pourtant sur l'étudiant ça y est. Comment est fait le classement de l'étudiant? Le classement de l'étudiant il est à points et avec plusieurs catégories qui ont chacun leur groupe de points. Donc c'est fait sur 119 points, et ces 119 points ils sont décomposés ainsi. Il y a 40 points pour la recherche et l'excellence académique, pourquoi pas, 30 points pour l'international, 14 points pour l'ouverture sociale et RSE, 35 points pour la professionnalisation et l'emploi. C'est une répartition, soit, pourquoi ces points-là? L'ouverture sociale et la RSE, pourquoi ça vaut 2 fois moins que l'international? Je sais pas trop. Mais bon, on va dire que ça me choque pas. Ça me choque pas, cette répartition. On va regarder un peu ce qu'il y a derrière ces 40 points, derrière ces 30, ces 14, ces 35.
Alors, on va regarder la recherche et excellence académique. Il faut se rendre compte aussi qu'ils mettent pas mal de critères, mais qui sont pas dans la notation finale, qui font pas partie de ça. Alors typiquement, on a quel concours c'est, quel ministère de tutelle, les spécialités proposées, le nombre de places en résidence Crous, le nombre d'intégrés en première année. Il y a pas mal d'infos. Ce qui nous intéresse, c'est là où il y a des notes. Là, 10 sur 10, moyenne au bac des intégrés, pourquoi pas. Bon, 10% sur la moyenne au bac des intégrés, je trouve que c'est un peu fort. Mais bon, j'aurais plutôt mis ça sur 5 points. Il y a un critère qui me choque, c'est la part d'enseignants-chercheurs qui veut rien dire sur la qualité de l'enseignement. Le nombre d'étudiants par enseignant, c'est bien, c'est un super critère. Et il est pas noté. 9,42 étudiants par enseignant, c'est excellent comme critère. Ça fait des petites classes, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enseignants. Par contre, le nombre d'enseignants-chercheurs, pour donner un peu un retour d'expérience de quelqu'un qui a fait une école, moi je fais les arts et métiers où il y a beaucoup d'enseignants-chercheurs aussi. Les enseignants-chercheurs, souvent, ils préfèrent chercher que enseigner. Et ça revient souvent. Moi, les meilleurs profs que j'ai eus durant toute ma scolarité, c'était des enseignants qui étaient uniquement enseignants. Et ça veut pas dire que s'ils sont chercheurs, ils seront bons enseignants, en fait. Et mettre 10 sur 10 parce qu'il y a beaucoup d'enseignants-chercheurs, ça n'a strictement aucun sens. C'est un critère qui est bullshit pour moi. Le nombre d'étudiants par enseignant, pourquoi pas. À la rigueur, ils auraient pu diviser en 2 et encore mettre 5 points sur le nombre d'étudiants par enseignant et 5 points sur la part d'enseignants-chercheurs. Mais pas du tout d'accord avec ce critère-là qui n'a aucun sens. Pourcentage de diplômés poursuivant une thèse, c'est une info à prendre en compte, mais c'est pas une manière de classer. C'est bien qu'il ne l'ait pas classé, qu'il n'ait pas mis de points là-dessus. La masse et l'encadrement des doctorants importantes. Cet indicateur témoigne de l'implication des écoles dans la formation des chercheurs. Il observe à la fois le nombre total de doctorants de l'école en 2023 et l'encadrement apporté par les enseignants-chercheurs titulaires de l'habitation à diriger les recherches. Importante. Mais pourquoi sur 10 points, importante, mettre un 7 sur 10 from nowhere? On sait pas d'où ça sort ce truc. Pour moi là il y a 10 points, on sait ce qui veulent rien dire, 10 points qui veulent rien dire. On est déjà à 20 points. Sur 119, il y a presque 15% là du classement, 15-20% du classement qui n'a ni queue ni tête. Pourquoi pas, on continue, on va regarder un petit peu. Politique de chaire. Alors ça je pense que c'est le plus gros sketch de tout le classement, 10 points sur la politique de chaire, fruit d'un partenariat signé entre un établissement et une ou plusieurs entreprises. La chaire est un dispositif qui permet aux écoles de développer leur recherche, mais aussi leur enseignement dans un domaine bien précis grâce au financement industriel. Pourquoi 16 politiques de chaire, ça signifie 10 sur 10 ? Chaque chaire ne veut rien dire en fait. S'il n'y a pas de financement derrière, si c'est une chaire où il y a 50 000 balles, en recherche, 50 000 balles, tu fais pas grand chose. Hein. C'est déjà ça, 50 000 euros, mais... Mettez plutôt le financement des entreprises dans l'école. Enfin, le nombre d'entreprises, pourquoi pas, mais ça veut rien dire. Pourquoi 10, 16, c'est 10 sur 10 ? Encore, les entreprises, elles donnent en moyenne 200 000 euros et elles sont 50. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça ferait 10 millions d'euros donnés par les entreprises. Ça veut dire que les entreprises ont confiance en l'école, lui donnent un gros budget. Là, 16 cher, 10 sur 10... Ça peut être, je sais pas, la fonderie Michel du coin qui veut faire une chaire avec l'école, ça rentre dans les stats. 10 sur 10. Donc ça, c'est 10 points, bidon, mais bon, pourquoi pas. Donc sur ce critère-là, recherche et excellence académique, pour moi, il y a 30 points qui sont pas justifiés sur les 40. La moyenne au bac des intégrés, ça veut dire que t'as des étudiants qui ont plutôt bien réussi leur bac, donc ça veut dire qu'ils sont plutôt bons avant de rentrer dans l'école. C'est le niveau, on va dire... à des étudiants en entrée dans l'école, pourquoi pas. En vrai, 10 points, ceux-là, ils sont justifiés. Part d'enseignants-chercheurs, comme je l'ai dit, si tu prends pas en compte le nombre d'étudiants par enseignant, ça veut rien dire. Et ils le prennent pas en compte, je comprends pas pourquoi. Le nombre d'heures de cours par an aussi, pourquoi ils le mettent pas, ça. Typiquement, si t'as une école où t'as 100 heures de cours par an et 300 heures, c'est pas la même chose. Le budget dans l'enseignement, ça compte aussi. Le nombre d'heures de travaux pratiques, ils le mettent pas. Si tu veux montrer que tu as des enseignants-chercheurs qui sont chauds, mets un critère qui définit la qualité de tes enseignants-chercheurs via leur nombre de citations, par exemple. Ça pourrait être nombre de citations par enseignant-chercheur. Tu pourrais mettre 3 points là-dessus, tu vois. Pour essayer un peu de comprendre que, ok, tu as des enseignants-chercheurs de renom stylé. Autre critère, l'international. Donc déjà, là, pour moi, il y a 30 points sur les 119, bon... bancal. Ensuite, l'international, pourcentage d'étudiants internationaux. Pour moi, ça définit pas pourquoi ton école est bonne s'il y a beaucoup d'étudiants internationaux. C'est-à-dire que si tu as 70% d'étudiants internationaux, ça ferait 10 sur 10.
Donc t'es dans une école où il y a que des étudiants internationaux, c'est très bien. C'est bien d'avoir des étudiants internationaux, mais tu mets pas 10 points là-dessus. Et 7,5 sur 10 alors que t'en as un quart. Bah mais plus, un quart c'est bien en vrai. Genre, enfin du coup, je comprends pas très bien le critère, pourquoi il est aussi important, et pourquoi 26% ça vaut que 7,5 sur 10. Ça aussi, full subjectif de la part de l'étudiant, je comprends pas. Pourcentage de double diplômés internationaux, ça c'est bien, ça c'est un bon critère. C'est-à-dire que tes étudiants vont faire des doubles diplômes internationaux, 31%, 9 sur 10. Ça c'est un très bon critère, très très bon critère. Rien à dire. C'est-à-dire que t'as pas des étudiants qui restent cloisonnés en France, ils vont voir un peu à l'étranger. Pour moi ça devrait être plus que 31% dans presque toutes les écoles, mais bon, en vrai c'est déjà ça. Ok, ça, why not. Réputation internationale, très bien, pourquoi pas prendre en compte la réputation internationale, sauf que on prend pas en compte le contexte français. Les écoles d'ingénieurs en France ne sont pas des facs en fait. Et à l'international, c'est les facs qui attribuent des diplômes d'ingénieurs. Et on compare des écoles d'ingénieurs françaises avec des facs étrangères via un classement Shanghai. Le classement Shanghai, comment il est fait? C'est en fonction du nombre de publications, du nombre d'enseignants-chercheurs dans la fac, et du nombre de sites. C'est très recherche en fait le classement Shanghai. 9 sur 10. L'ENSTA, à quel moment c'est 9 sur 10 en réputation internationale? Je veux dire, je vais en Allemagne, aux États-Unis, je dis que je viens de l'ENSTA, on te dit, mais t'es qui en gros? Enfin, la Sorbonne, pourquoi pas, c'est super connu. Le NS Paris-Saclay, c'est quand même assez reconnu, etc. 9 sur 10, l'ENSTA? Non, c'est pas comparable. Et on n'en fait pas un critère qui vaut 10 points. Le niveau d'anglais exigé, pourquoi pas, mais pourquoi ils le notent pas? En vrai, ça c'est un bon critère. Si t'as des étudiants qui parlent très bien anglais, bah faut le valoriser, parce que c'est des étudiants qui potentiellement seront à l'aise à étudier, travailler à l'international. Donc en plus, ils ont LinguaSkill 170. Tu vois, ça aurait pu être un TOEIC à 850, 900. S'ils avaient tous des bons résultats, bah là tu mets 5 points là-dessus quand même sur le niveau d'anglais. Pourquoi ils ne le notent pas? Durée minimale à l'étranger, pareil, ça c'est hyper important. Pourquoi ils le notent pas non plus? Genre 4 mois et demi, ouais, c'est ça, en mois, durée obligatoire passée à l'étranger durant le cursus. 4 mois et demi, très bien, genre 4 mois et demi, je pense qu'on devrait tous faire un semestre à l'étranger en vrai, en obligatoire, pour vraiment s'ouvrir à d'autres cultures. C'est très bien de faire 6 mois, 4 mois et demi, pourquoi? Mais ils mettent pas 5 points au moins là-dessus. Et ils mettent 10 points sur une réputation internationale où on n'est pas comparable avec les autres facs à l'étranger. Donc ça, pareil, le critère sur l'international, les premiers là, pourcentage d'étudiants internationaux, réputation internationale, là il y a 20 points sur 30, nul. On peut pas mettre 20 points sur 30 là-dessus. Les 10 points, comme j'ai dit, en double diplômés internationaux, très bien, mais mettez 5 points sur le niveau d'anglais, mettez 10 points sur la durée minimale à l'étranger, et aussi soutien financier à l'étranger, parce que forcer les étudiants à aller à l'étranger, pourquoi pas, leur dire vous allez faire 6 mois minimum. Mais si tu les aides pas, tu leur trouves pas des facs, des stages, c'est aussi ça qu'ils devraient noter et valoriser. Par exemple, mettre pourcentage d'étudiants ayant fait un stage à l'étranger grâce à l'école. C'est dur à noter, hein, je veux bien, mais si on veut aller finement comme essayer de faire l'étudiant dans ce classement, faites-le bien. Là, ils font du finement, de la notation fine, mais avec des critères pourris, je suis désolé. On va regarder l'ouverture sociale et RSE. Donc, on se rappelle, il y avait 14 points là-dessus, 2 fois moins que les critères internationaux. Ouverture sociale bonne. Ça veut dire quoi, bonne? Qu'est-ce que ça veut dire? Cet index observe 2 sous-critères, le taux de boursiers et les frais de scolarité par an. Cet index met en avant les écoles favorisant l'accès aux étudiants ingénieurs à des publics diversifiés. C'est quoi les frais de scolarité? 2650 € par an, ils mettent 8 sur 10. Alors ça, faudra m'expliquer pourquoi presque 3000 € l'année, c'est 8 sur 10. C'est quand même bien noté, 8 sur 10 pour une école qui fait payer 3000 € l'année, quand tu sais qu'en France, la majeure partie des formations d'ingénieurs sont publiques et sont à moins de 3000 € l'année. Alors les très bonnes écoles maintenant font payer ce tarif-là, mais 8 sur 10, bon, je trouve ça bien noté. Et bonne, mettez un critère, mettez les taux. Là, il met
le taux de boursier. Bah mettez le taux de boursier. Pourquoi il reste opaque là-dessus? C'est pas indiscret le taux de boursier, non? Les frais de scolarité par an, bon 8 sur 10. Là je peux juger uniquement avec les frais de scolarité par an qui sont montrés au-dessus. Mais le taux de boursier à l'ENSTA, il n'est pas marqué. Donc, label DD et RS 2 sur 2, délivré par le ministère de l'Enseignement Supérieur. Bon 2 points, pourquoi pas. Ça veut dire que l'école est investie dans le développement durable. Pour le coup j'ai interviewé les étudiants de l'ENSTA, mais il dit qu'ils avaient quand même des cours sur ça, et c'était un peu obligatoire d'y participer, donc 2 points, ceux-là ils sont mérités, et ça devrait être plus que 2 points, juste si ton école parle d'écologie à un moment dans l'année, 2 points, bah ça devrait être un peu plus, je pense, former les ingénieurs à l'environnement, à la durabilité, au développement d'infrastructures durables, etc., ça doit valoir plus que 2 points, quoi. Je rappelle qu'ils ont mis 10 points sur la réputation internationale, sur un classement qui veut rien dire vis-à-vis des écoles françaises. Et ils mettent 2 points sur l'environnement. Bon, pareil, ils mettent 2 points sur la parité au sein de la promotion. Quand même bien d'avoir une école où il y a beaucoup de parité, où il y a presque autant de femmes que d'hommes. Et là, ils mettent 2 points, enfin 22%, c'est donc 2 points. On a 14 points avec 10 points qui sont là, enfin, qui sont bancals, quoi. Le taux de boursier, mettez, je sais pas, le taux de boursier c'est pas mal, mais affichez-le, quoi. Vous pouvez mettre aussi la provenance géographique des étudiants. Si tu sais que t'as que des Parisiens, fils de cadres, etc. dans ton école, bon, l'ouverture sociale, on n'y est pas trop, quoi. Ça se retrouve un peu dans le taux de boursier, mais voilà, après, faut l'afficher. Taux d'alternance, 6%, c'est très faible. C'est très faible. 1 sur 5, c'est très bien, je trouve, comme critère. Parce que l'alternance, c'est quand même quelque chose d'extrêmement bien, valorisé dans beaucoup d'écoles. En vrai, ça te permet d'avoir un pied dans le monde du travail, d'être payé, de pas payer tes études. 5 points, ok, ça mériterait 10 pour moi, mais c'est noté justement, je trouve. Parce que 6%, c'est vraiment faible. Et 1 sur 5, bah oui, c'est une mauvaise note, et méritée. Forum entreprise. Alors ça, c'est le nombre d'entreprises qu'ils ont réussi à faire venir dans leur forum. Pourquoi pas? 10 points, c'est beaucoup quand même. Parce qu'il faut voir la tête des entreprises, hein, en vrai. C'est un critère, en soi, pourquoi pas. Ça se vérifie, potentiellement. Je sais pas comment l'étudiant fait pour vérifier ce critère-là. S'ils vont demander à chaque forum quelle entreprise est venue, etc. Mais si c'est uniquement du déclaratif de l'ENSTA ou de chaque école, bon, moi je peux mettre 500 et j'ai 10 sur 10. Hein. Ok, durée minimale de stage en entreprise, ça, pourquoi ils notent pas ce critère-là? C'est très bien d'avoir des stages en entreprise, ça je comprends pas. C'est comme la période à l'international, c'est très bien d'avoir une période à l'international, c'est très bien d'avoir des stages en entreprise. Là, c'est combien? 36 semaines. 36 semaines, si on divise par 4, ça fait 9. Ok, donc ça fait 9 mois de stage à l'ENSTA. C'est top ça, c'est très bien, c'est beaucoup. Mettez-moi une note à 5 sur 5 là-dessus. Plutôt que 10 sur le nombre d'écoles qui sont venues au forum entreprise. Ok, bon, ça aussi est encore discutable. On se retrouve avec beaucoup de critères qui sont discutables. Enfin, je veux dire, les pondérations sont aberrantes, il n'y a aucun sens parfois. Salaire à la sortie, plus de 42 500 €. C'est pas énorme, enfin c'est bien, 42 500 €, mais pour quelle région? Parce que pour Paris, c'est nul, 42 500 €. Enfin, 42 500 € pour info, ça fait 2002, 2003 net. Hein. Sachant que tu vas mettre 1100 dans ton loyer à Paris, allez, 1000 si t'es en coloc. Si t'es à Paris à 42... Quand tu sors de la deuxième meilleure école d'ingénieurs de France, je suis désolé, c'est rincé. Hein. Et ça, c'est quoi? Fourchette de salaire de base à l'embauche des jeunes diplômés 2023 et 2022, salaire médian, brut hors prime, hors thèse en France. Ils ont sorti les thèses, déjà, c'est déjà ça, au moins il y a un peu de thèses. Start-up, du coup, c'est pas sorti. Sauf que les startups, ça doit faire baisser les moyennes. Les écoles qui diplôment une majorité de fonctionnaires affichent des salaires inférieurs à la moyenne, un salaire bas compensé par l'assurance d'avoir un emploi dès la sortie de l'école. J'ai pas compris. Un salaire bas, c'est 2023 et 2022. Bon, ça aurait pu faire un truc un peu plus récent quand même. 10 sur 10 pour plus de 42 500 €. Bah non, enfin, s'il y avait marqué plus de 50 000 €, allez, je t'aurais dit oui, 10 sur 10, mais plus de 42 500 €, ça vaut pas 10 sur 10, quoi. C'est pas un salaire qui est génial pour la deuxième meilleure école d'ingénieurs de France. Hein. Par contre, ce critère-là, il est important, je pense. 10 points là-dessus, c'est bien. C'est bien d'avoir mis 10 points là-dessus. Insertion à 2 mois. Pourquoi il n'y a pas de points sur insertion à 2 mois? C'est intéressant, ça. Taux d'insertion professionnelle 2 mois après la diplomation des diplômés de la promotion 2023. Donc il y en a qui, j'espère qu'ils sortent, ceux qui font des thèses, ceux qui partent en césure, en voyage... Uniquement ceux qui ont voulu chercher un job, tu peux regarder, ok, ils ont réussi à trouver un job ou pas. 91,85%, ce qui est ok, qui est bien, en vrai. Mettez 5 points là-dessus, pourquoi il n'y a pas de points? Diplômé en poste à l'international. Alors ça, c'est un bon critère. C'est un bon critère de voir si tes étudiants sont capables d'aller travailler à l'international. Là, il y a presque 20%, 19,9. 9 sur 10, ouais, ça c'est un bon critère.
rien à dire. Et du coup après il y a la division un peu de où vont les élèves en sortie. Et du coup là il n'y a pas de point là-dessus, en même temps ouais ça il y a pas trop ma manière de noter, hein, ça je comprends. Il y a beaucoup de critères, il y en a plein à 0%, et j'ai pas l'impression que la somme fasse 100%. Ouais, j'ai l'impression que la somme fait plus 70%, donc je comprends pas trop où ils vont, les gens de l'ENSTA. Activité informatique et services d'information surtout, énergie, et après autres secteurs. C'est les trois gros trucs. Un peu industrie automobile, aéronautique, navale et ferroviaire. Ça c'est pour l'année 2023. Donc il y a plein de critères discutables, il y a plein de choses que j'ai pas compris, les forums entreprises, pourquoi il y a des critères qui sont notés et pas d'autres. Enfin l'insertion professionnelle, elle est hyper mal notée là. Enfin je veux dire, l'insertion professionnelle c'est le critère le plus important, c'est celui-là, insertion à 2 mois. Faites un truc insertion à 1 an aussi, et mettez 5 points sur un, 5 points sur l'autre. Mais là c'est pas possible de pas noter dans professionnalisation et emploi. Insertion à 2 mois, il est pas noté. Je veux dire, c'est complètement con, quoi. Je veux dire, forum et entreprise, on met 10 points là-dessus. Et durée minimale de stage et en entreprise, dans professionnalisation, les meilleures manières de se professionnaliser, c'est l'alternance, le stage quand t'es en école, on met 5 points sur les stages et l'alternance. Mais l'étudiant, reprenez-vous, putain, c'est quoi ce classement rincé? Quand tu sais un peu les critères derrière, bah, tu peux regarder chaque école, mais j'ai du mal à avoir confiance en ce que présente l'école. Et là, typiquement, là je regarde sur l'X, donc le dernier, 30 sur 35, professionnalisation et emploi. Pareil, la durée minimale de stage en entreprise, l'X, ils en proposent 52. Mais valorisez ça dans le classement, c'est génial 52. Plus de 42 500 €, donc dès que t'es au-dessus de 42 500 €, on te considère comme un riche jeune ingénieur. Genre à l'X, il y en a qui vont aller en banque d'affaires, ils vont aller chez Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, et ils vont toucher des 60K sans sourciller en sortie. Et aussi, est-ce qu'ils pourraient noter l'hétérogénéité en sortie? Tu vois, l'X, ça va un peu plus partout dans les domaines que l'ENSTA. Est-ce que ça pourrait être noté sur 5 points, dire bah avec cette école-là, tu peux aller un peu où tu veux? Bah non, ils le mettent pas. Là, la réputation internationale pour l'X, elle a aucun sens non plus, parce que combien il y a d'étudiants par promo à l'X? Ça doit être 500, 547. 547, tu vas comparer l'X qui fait 547 places avec des écoles comme Harvard, comme le MIT, où c'est plusieurs milliers de personnes, et ça sera pas divisé par le nombre d'étudiants, le nombre de publications, ça sera juste le nombre de publications tout court. Et Shanghai, il va faire un classement là-dessus. Après, la réputation internationale de l'X, c'est la meilleure école de France, donc forcément elle est bonne, mais quand tu vas aller regarder les écoles qui sont moins connues à l'international, et que tu prends Shanghai, bah y a aucun sens. Enfin bon, là on a regardé un peu le détail de comment est fait l'étudiant. Si on regarde les écoles où elle devrait être, donc l'ENSTA, comme j'ai dit, elle doit pas être ici. L'IMT Atlantique, elle doit pas être ici, elle doit être dans le top 10, top 15. Centrale Supélec, Mines Nancy, rien à foutre ici. Télécom Paris, c'est sa place. Un peu en lutte avec les ponts et ils se battent pour la 4ème, 5ème place, Télécom Paris et les ponts et chaussées. Centrale Nantes, au-dessus des mines de Paris. What the fuck. Centrale Lyon, au-dessus des mines de Paris. Pareil. Mines Nancy, au-dessus des mines de Paris. Non mais c'est pas possible d'afficher ça aux étudiants. Enfin je veux dire, là c'est la publicité mensongère pour l'école, je veux dire. NC Mag au-dessus de l'ESPCI. Où est Super Héros dans ce classement? Alors, Polytech Nice à 1,5 points d'écart de Super Héros. Alors, je sais pas dans quel monde vous vivez l'étudiant à faire des critères et des classements basés sur du vent, mais tu peux pas montrer ça à des étudiants. Au coude à coude, Polytech Nice et Super Héros. Polytech n'a pas sa place dans le top 30, top 40. Je suis désolé pour tous ceux qu'on... pour tous les Polytech niçois. Mais non, ça marche pas. Centrale Lille en dessous de Polytech Nice, pareil. Centrale Marseille au coude à coude avec l'UTC Compiègne, là il y a un peu de sens. L'Effray Paris au-dessus de Arrêt Métier. Effray, personne connaît cette école les gars. Frais de scolarité 10 700 € par an. Pour 10 700 €, ils mettent quoi en ouverture sociale? 3 sur 14, c'est cohérent. Où ils vont chercher leurs points sur la professionnalisation et l'emploi. Les frais Paris, salaire à la sortie, plus de 42 500 €. Ah, si les gens vont bosser sur Paris, forcément ils vont avoir un salaire assez bon. Hein. Diplômé en poste international, 9,5. D'où ils prennent 9,5 sur 10? S'ils mettent qu'il y a une réputation internationale qui est bonne, je rigole. 5 sur 10, ok ça va. Recherche et excellence académique, 14,65, moyenne au bac désintégré, bah tu m'étonnes, ceux qui rentrent à les frais Paris, bah ils galèrent en bac hein, déjà. Hein. Enfin, je vais pas être méchant, mais les frais Paris, c'est pas du tout le même ordre de grandeur en termes de niveau que Arrêt Métier, NC Cube. SIAE, pas... Mais il y a des écoles où on les connaît pas, qu'est-ce qu'elles foutent là, genre Mine d'Albi, c'est bien, Mine d'Alès, c'est bien, NC Cube, c'est bien, INSA Toulouse, c'est bien, INSA Toulouse, INSA Lyon, très bien.
super-héros au même niveau que Polytechnis. Je crois que c'est la preuve que ce classement n'a ni queue ni tête. Et aussi, ce qui m'énerve, c'est qu'il compare les écoles d'ingénieurs avec des écoles de veto. Ce n'est pas le même métier, ce n'est pas les mêmes écoles. La recherche et l'excellence académique, enfin, politique de chaire, bah évidemment, il n'y a pas de politique de chaire avec des écoles de veto. Genre, tu veux qu'il y ait Airbus qui fasse un partenariat avec une école de vétérinaire, mais... Ah, ça me fait rire, réputation internationale, mais tu compares une école de veto sur le même classement, mais non. Non, 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 non. Faites des classements, école généraliste, école spécialisée en électronique, en génie électrique, en génie industriel. Faites des classements par secteur, mettez des critères clairs, ne faites pas des pondérations bizarres. Le classement l'étudiant, c'est... Avant de faire la vidéo, je vais être honnête avec vous, je pensais pas qu'il était autant what the fuck et avec aussi peu de clairvoyance, de pertinence, quoi. AgroParisTech, pareil, école d'agronomie, rien à faire dans le classement des écoles d'ingénieurs. ChimieParisTech, ils l'ont mis sur la 3ème page. C'est une très très bonne école, ChimieParisTech, ça doit être dans le top 10, top 15. Et d'ailleurs, pareil, c'est pas comparable avec des écoles d'ingénieurs généralistes. C'est un pot pourri, il y a de tout et n'importe quoi là-dedans. Voilà, je suis assez cash avec l'étudiant, mais là, je suis désolé, vous avez fait un travail qui n'est pas pertinent pour les étudiants. Et là, j'ai une vidéo qui se lance à chaque fois avec le mec qui m'explique comment ils ont fait leur classement. Mais c'est... ouais, tu me fais doucement rire, quoi. J'ai juste envie de voir s'il y a des écoles qui ont été autant saquées. Sigma Clermont, c'est une plutôt bonne école, hein, Sigma Clermont. Et ils la mettent avec Builders, école d'ingénieur. Enfin, Builders, c'est quoi ce truc? Là, on se retrouve un peu dans le classement des tops... Du bas de tableau un peu des écoles d'ingénieurs. On retrouve le SME, l'IPSA, l'ESTACA doit être plus haute que ça. CITEC, les EO Angers, Polytech. Bon, c'est des écoles, on va dire les écoles CCP, quoi. Institut Agro Rennes Angers, rien à faire ici. Estia Bidart, pareil. L'ENAC, très bonne école, l'ENAC, 54 sur 119. L'ENAC qui est classé dans le bas de tableau, alors que c'est une très bonne école, l'ENAC, c'est fait pour l'aviation civile, pour faire des pilotes, Ils les ont défoncés, l'ENAC, hein. 17 sur 40, 14 sur 30, ouverture sociale et réseau, oh la vache. Recherche et excellence académique, il doit être bon, l'ENAC, pourtant. Moyenne au bac désintégré, bah oui, 16,54. 8 sur 10. International, c'est une école qui n'a pas de vocation forcément internationale, et elle va se faire saquer du coup sur le truc international. Bah ouais, non mais le classement est pas du tout adapté. En fait, ils font la même grille pour toutes les écoles. L'étudiant, mauvais classement. Très très mauvais classement. Bon, à la fin, je retrouve des écoles qui ont leur place, hein. C'est des écoles de bas de tableau, quoi, mais pourquoi il n'y a pas Supoptique, par exemple? Aussi, je l'ai pas vu. Je crois qu'il explique qu'il n'y avait pas tous les critères pour noter Supoptique, mais bon. Si tu fais une présélection de 171 écoles sur 220 au total, et certains n'ont pas donné leur notation, donc ils se retrouvent pas classés. Je suis désolé, c'est un très mauvais classement, l'étudiant. Très très mauvais classement. Je pensais pas autant le critiquer dans cette vidéo, mais au fur et à mesure que j'ai découvert ce qui se cachait derrière, ça m'a fait un peu peur. Les coulisses du classement l'étudiant sont très surprenantes, je vous l'avoue. Je pensais pas arriver là-dessus. Des écoles qui sont surclassées, d'autres sous-classées, ça. Les gens les connaissent même pas. L'ENSA est excellente école, hein. Très très bonne école de stats. Elle a sa place dans le top 15, on va dire, mais en même temps, c'est une école spécialisée. C'est là où il faudrait distinguer écoles spécialisées des écoles généralistes. Ils le font pas. Ils différencient même pas les écoles veto et les écoles d'ingénieurs, donc à partir de là, on est mal barré. Enfin bon, l'étudiant à ne pas suivre. On va s'arrêter là pour cette première partie sur les classements des écoles d'ingénieurs. Je pense que c'est assez long là pour le moment sur l'étudiant. Je vais faire une autre vidéo sur le classement Le Figaro et une autre vidéo sur le classement Usine Nouvelle et une autre sur le DAUR. Donc comme ça, vous aurez chaque vidéo sur chaque classement pour essayer d'avoir une meilleure grille de lecture. Enfin, meilleure, en tout cas ma grille de lecture sur ces classements-là, vous expliquer pourquoi certains ont du sens ou pas. Et j'espère que ça vous aidera à y voir plus clair dans ce milieu des écoles d'ingénieurs. Enfin, c'est imbitable quand on vient pas du tout du secteur. Donc voilà, j'essaye de vous donner un peu ces éléments de contexte-là. Je vous remercie d'avoir regardé, c'était Ampère. N'oubliez pas le pouce et l'abonnement, c'est hyper important pour la chaîne, hein. Vraiment, c'est le truc qui me donnera envie de faire plus de vidéos, de plus m'investir, parce que ça montre que voilà, le travail est apprécié. Vraiment, ça me prend du temps de faire ces vidéos, et j'aime beaucoup faire ça, mais c'est encore mieux quand on se rend compte que c'est apprécié, partagé, tout ça. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, salut.